Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Ce sera donc la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo. On se trompe quand on veut imposer une durée à une transition. Une déclaration de Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères. Le ministre togolais des Affaires étrangères avait fait cette déclaration dans une interview accordée à Vox Africa, ou interview dans laquelle il revenait un peu sur la situation dans les pays de l'AES, la situation dans la sous-région, où il a fait une telle déclaration. On se rappelle aussi une partie de ces déclarations, la possibilité pour le Togo de rejoindre justement l'AES, possibilité dont on avait parlé en fin de semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect de ces déclarations. Il ne faut pas qu'on impose des durées à des transitions, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. C'est les déclarations du ministre togolais des Affaires étrangères. Que faut-il y comprendre? Les analyses de nos invités. Et tout à l'heure, la parole est à qui veut la prendre en premier. Est-ce qu'il faudrait laisser à chaque cas une situation, la possibilité de décider de combien de temps devrait durer une transition, ou imposer une durée pour chaque transition pour éviter que les gens ne débordent? C'est là la principale interrogation pour Robert Dussé. Il ne faut pas imposer de durée à des transitions parce que les situations ne sont pas les mêmes. On voit justement l'exemple dans les pays du Sahel et les autres pays qui ont connu des coups d'État, ils n'ont pas finalement les mêmes durées de transition. Les choses vont comme on le voit, comme vous le savez déjà. Est-ce qu'il faut en faire une règle, que chacun décide de ce qu'il va faire, ou plutôt qu'on établisse une durée, dire que quand on fait un coup d'État, par exemple, comme la CEDEAO l'a fait, on impose une durée où on discute, on s'accorde une durée, on dit à partir de cette période, on doit rendre le pouvoir au civil. C'est la grande interrogation. La parole est à qui veut la prendre en premier? Je pense que c'est un discours assez mitigé. Un discours assez mitigé en ce sens que Robert Dussé, lorsque nous prenons la rationalité de la chose et le cas par cas, puisqu'il faut l'analyser comme tel, et en parlant de ces pays de l'AES justement, et justement d'autres pays d'ailleurs même, puisque lorsque nous parlons de la transition, il n'y a pas que l'AES, nous savons qu'évidemment qu'il y a eu la Guinée également, et je pense que voilà, au-delà de la CEDEAO, il y a d'autres pays également sur le continent. Et je pense que mitigé en ce sens qu'il y a des règles établies. Lorsque vous êtes dans une entité homogène, par exemple, vous l'avez dit en parlant donc de la CEDEAO, il y a des règles établies, et justement ces règles établies-là conditionnent ou en réalité permettent de pouvoir avoir des heures assez regardables, puisque lorsque vous avez par exemple le cas des pays de l'AES où vous avez, c'est l'armée entre griffes qui a pris le contrôle du pays à un moment donné. Ça veut dire, voilà, d'ailleurs même pourquoi là où est née la chronique d'homme fort. L'homme fort, parce que c'est vous qui avez l'armement, c'est vous qui avez les troupes, c'est vous qui avez l'effectif ajustement. Donc vous imposez à une doctrine, vous imposez vos opinions entre griffes à un pays ou à un ensemble donné. Et justement, lorsque cela se dit en dépit des règles établies, donc vous convenez avec moi que la plupart des opinions ne peuvent pas être d'accord avec vous. Oui, ils sont obligés de subir. Est-ce pour autant qu'il faut leur fixer une durée et leur dire, bon, après 2 ans vous rendez le pouvoir, après 3 ans vous rendez le pouvoir, ou bien il faut les laisser décider au cas par cas? Voilà pourquoi je dis le cas par cas serait plus intéressant, pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas, à partir du moment où vous avez la force. Donc, vous pouvez quand même dire que voilà, j'ai la force et moi, je m'impose 10 ans, je m'impose 5 ans. Vous estimez que nous sommes dans une démocratie où pratiquement, même si cette démocratie est jugée comme bananière, parce que quelque part, vous avez rompu les règles établies pour imposer la force. Mais lorsque vous avez la force, donc vous imposez à une opinion donnée qui n'a pas le droit de pouvoir donc vous contredire. Nous l'avons vu. C'est comme ça que ça devrait marcher. Mais en réalité, c'est pas comme ça que cela devrait donc marcher. Voilà. Alors, pourquoi. J'ai du mal à vous suivre. C'est pourquoi j'ai dit non. C'est-à-dire que ma position, justement, c'est de faire le cas par cas. Mais justement, le cas par cas doit être contrôlé à partir du moment. Et sur quelle base? Sur la base des règles établies liées donc à cette condition établie par en tout cas une loi fondamentale que vous avez remise en cause en faisant. Que vous avez remise en cause. Alors, voilà, supposons que vous êtes dans un pays où le mandat présidentiel, la Constitution définit un mandat présidentiel de 5 ans, et que par exemple le président fait 1 an, ou vous lui faites un coup d'État, vous complétez son mandat, ou bien vous faites 5 ans, ou le cas par cas, qu'est-ce que vous voulez? Le cas par cas. Ou bien chacun décide, bon, comme moi j'ai fait un coup d'État. Le cas par cas, par exemple, lorsque vous prenez par exemple certains pays où il y a eu des dialogues qui ont défini, entre guillemets, même si ces dialogues n'ont pas eu l'adhésion
populaire, puisque les gens ont choisi quelque part ceux avec qui ils doivent dialoguer. Et vous choisissez ceux qui sont quand même favorables à vous. Voilà. Et là, vous convenez avec moi que vous sortez. Même si vous sortez, on sait quand même que vous avez, en tout cas, une bonne partie d'opinion qui ont épousé une idéologie de pouvoir dont vous confiez à un moment donné, une transition donnée. Mais au même moment, lorsque vous appartenez, parce que moi je le disais par rapport à la CEDEAO, par exemple la CEDEAO qui, pour dire voilà nous avons un troisième, qui puisse donc permettre de pouvoir donc recadrer une entité, même si vous imposez à une population, il faudrait quand même qu'on ait des alternatives qui puissent en tout cas avoir une opinion contraire à ce que vous voulez imposer pour éviter que cette force-là ne puisse s'imposer de gré ou de force à une population donnée. Alors parlons concrètement, Adam, parlons concrètement. Prenons le cas d'un pays du Sahel, n'importe lequel. Oui. Prenons par exemple le Burkina Faso, d'accord? Oui. Ou bien on prend un pays X, le Mali, ou le Niger, n'importe. Il y a un militaire qui fait un coup d'État. Il dit, bon, on a fait les assises ont demandé par exemple que le militaire fasse 10 ans au pouvoir. Ouais. D'accord? Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Et qu'à côté on fait les assises disent non, il va faire 3 ans. Tout à fait. Parce que si, au cas par cas, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément la même durée. Non, on n'aura pas la même durée. En fait, maintenant, dans ce cas, vous proposez que la CEDEAO intervienne pour dire non, vous tous, vous faites 3 ans, vous faites tous 2 ans. Non, pas tous. La CEDEAO également ne peut pas imposer. Le rôle de la CEDEAO. C'est justement évaluer les menaces pour lesquelles, parce que tous ceux qui ont fait des coups d'État, si nous payons les pays de l'AES, d'une manière objective, même si nous savons que, en tout cas, moi je ne suis pas pour les coups d'État, mais nous savons que d'une manière, lorsque nous prenons la rationalité, il y avait des motifs valables pour lesquels on pouvait s'accorder avec ceux qui ont fait le coup d'État, parce qu'il y avait des menaces factuelles qui pesaient sur le pays à un moment donné, et ont décidé de prendre leurs responsabilités pour, en tout cas, remettre le pays sur les rails. Concrètement. Et justement, par rapport à ça, lorsque nous prenons par exemple le Burkina Faso, les menaces n'étaient pas au même niveau que par exemple le Mali. Concrètement, que faut-il faire? Concrètement, il faudrait évaluer d'abord la situation par pays et pouvoir allier les opinions de la CEDEAO par rapport aux opinions internes. C'est ce qui s'est fait, parce que finalement les durées ont été le fruit de consensus, même si pour certains on les a imposés. Oui, mais lorsqu'on dit on ne peut pas imposer dans l'absolu, moi je ne suis pas d'accord. Mais c'est pourquoi je dis le cas par cas voudrait quand même qu'on évalue la situation, la menace à un niveau donné et voir par rapport à ça si on peut donner 3 ans. On ne peut pas dire que voilà, vous faites 2 ans. Or, vous n'avez pas le même niveau de justement, je pense que ce n'est pas ce qui a été fait dans le cadre de la CEDEAO quand même. Hein. Oui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais lorsque nous prenons ce discours-là, le discours dans l'absolu, je veux dire, ce n'est pas bon de pouvoir imposer. On n'impose pas, mais justement, c'est bon d'avoir une alternative liée à une entité qui contrôle en tout cas ces dispositions-là. Merci beaucoup. J'avoue honnêtement que j'avais du mal à comprendre votre position, mais bon, c'est votre position à vous. Alors, Kakouvi Abaili Abassa, il ne faut pas qu'on impose des durées à des transitions. Chaque pays a ses réalités. Que faut-il y comprendre? Êtes-vous du même avis? Je ne suis pas parfaitement d'accord avec professeur Robert Doucet par rapport à cette situation, puisque nous vivons en communauté. Si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes dans un creuset sous-régional qui s'appelle la CEDEAO. Ouais. Et la CEDEAO, normalement, à la base, a pour vocation économique, mais qui a intégré des éléments politiques dans sa façon de fonctionner. Et là, tous les pays ont accepté, partagé cette vision politique qui est nouvellement, instaurée par la CEDEAO. Et c'est dans cette logique que tout le monde, unanimement, est d'accord que le coup d'État n'est pas une bonne chose. Tous ces pays sont d'accord que le coup d'État n'est pas une bonne chose. Maintenant, courant le fonctionnement d'un pays, il peut y avoir des situations qui imposent certaines choses. Par exemple, vous voyez le cas de la rébellion, des rebelles ou comme on appelle au Nord Mali, qui imposaient des choses à l'État malien dont le pouvoir en place n'arrivait pas à gérer. L'armée voit les défaillances, notamment la commande des armes qui sont l'argent destiné à l'achat des armes qui sont détournées. Il y a, comme on appelle, il y a plein de problèmes qui les ont conduits à prendre les armes contre le pouvoir. Voilà. Donc, il y a plusieurs situations
qui amenait les militaires à avoir des graissements de dents. Il y a eu des colères au sein de la population, d'où un coup d'État que la population du Mali avait salué. Même si ce coup d'État est antidémocratique, c'est vrai, il faut échanger avec les militaires qui ont fait le coup d'État, puisque c'est eux qui ont pris la destinée du pays. Il faut voir avec eux, notamment, l'objectif du coup d'État et dans quelle mesure il peut ramener l'ordre normal. Et c'est lors de ces échanges que la CEDEAO peut dire non si vous demandez à rester sur le, comment on appelle, au pouvoir à 10 ans ou à 15 ans avant de ramener l'ordre. Le pays ne peut pas être remis dans les mains d'une seule personne qui est la force absolue, c'est-à-dire que la force législative, le pouvoir, comment on appelle, exécutif et le pouvoir judiciaire dans les mains d'une seule personne, ce n'est pas bon pour une démocratie. Qui va contrôler l'autre? C'est pour cela qu'on dit oui, c'est une situation exceptionnelle. La CEDEAO négocie ou bien échange avec ces personnes pour comprendre un peu leur mobile, pour imposer, comment on appelle, une durée par rapport à la transition. Parce que l'objectif, c'est de ramener l'ordre normal le plus tôt possible, mais en mettant le pays sur les rails. Sauf il faut imposer une durée, selon vous? Oui. S'il n'y a pas une durée à imposer, n'importe qui arrive au pouvoir, parce qu'il a eu la chance d'être dans l'armée, qui a eu des armes, il peut s'éterniser au pouvoir pour dire que non, il est en train de régler les situations. Vous voyez actuellement au niveau je prends l'exemple de la Guinée, Conakry, où le coup d'État, l'objectif c'était d'arrêter le 3e mandat d'Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé a été son mandat est arrêté. Oui, son mandat a été écourté, son 3e mandat a été écourté, donc l'objectif atteint. Les militaires, notamment Mamadi Doumbouya, qui a promis de faire les élections le plus tôt possible. Là, pour le cas de la Guinée, ce n'était pas une imposition, comme les gens le croyaient. Ça a été juste des échanges entre les, comment on appelle, et c'est eux-mêmes qui ont donné ce délai de je pense, 2023. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas céder au diktat de la CEDEAO. Finalement, les discussions ont conduit à ce délai de fin 2024. Premièrement, fin 2023, et plus tard, ils ont renégocié, c'est devenu à fin 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il n'y a même pas une nouvelle constitution telle que c'était promis. Il n'y a rien qui prouve aujourd'hui qu'on appelle, on peut faire le recensement électoral dans le pays, puisque vous avez parlé du fichier électoral qui avait un problème. Aucune date n'a été donnée pour le référendum pour avoir la constitution et aller aux élections générales. Le général l'a dit, jusqu'à la fin du premier trimestre, on sera situé. Il avait promis en 2023, son discours de fin d'année 2023, il avait promis que les élections devaient avoir lieu en 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, il nous promet premier trimestre de l'année 2025. Ça continue. C'est là qu'il va sortir le calendrier. Voilà. Mais vous voyez à peu près comment les gens sont en train de prolonger, comme on appelle, une situation qui ne devait pas perdurer. Aujourd'hui, la Guinée-Conakry ne fait pas face à une rébellion ou à, comment on appelle, des groupes terroristes pour dire que c'est une situation sécuritaire qui justifie leur, on appelle sa façon de gérer le pouvoir. Mais quand vous allez aujourd'hui au niveau du Mali, il y a quelque chose qui justifie quand même qu'il y a les rebelles. Et effectivement, le Mali est en train de prendre vraiment de la hauteur avec Assimi Goïta. Là, on peut féliciter. Là-bas, par exemple, on ne peut pas imposer. C'est là où je rejoins tout petit peu M. Adam Adronou pour dire qu'il faut discuter avec les gens pour avoir c'est-à-dire le mobile, l'objectif réel du coup d'État, et si possible les accompagner. Et c'est le rôle, par exemple, que le Togo joue dans la sous-région. Ce n'est pour rien, par exemple, que quand vous dites qu'il faut accompagner, quand vous dites qu'il faut discuter avec eux pour les accompagner, faut-il leur dire, ok, on a compris votre mobile, c'est vrai, on ne va pas aller on va pas ressusciter une force en attente pour venir combattre, établir l'autre dirigeant. On vous a compris, on vous a compris, mais faites seulement 2 ans et puis partez. Ou bien on leur dit, bon, on vous a compris, comment vous a compris? Laissez-moi terminer. Comment on vous a compris? Vous restez aussi longtemps que vous voulez avant de partir. Attendez, après un coup d'État dans un pays, quand
les équipes, les envoyés de la CEDEAO arrivent dans un pays, ils ne discutent pas seulement avec les militaires. Oui, il y a les forces vives, justement. Et là, il y a plusieurs personnes apportent leur violon pour trouver un terrain d'entente. C'est pour cela que, par exemple, au niveau du Mali, il y a certaines personnes qui ont demandé à ce que la transition soit gérée par un civil. D'autres personnes ont plutôt dit que les militaires... c'est d'ailleurs ce qui avait voulu être... D'autres personnes ont dit non, les militaires peuvent continuer, mais avec un délai très réduit. Il faut qu'ils ramènent l'ordre rapidement pour qu'ils retournent dans les casernes pour qu'un civil puisse gérer. Donc, au cas par cas, on peut trouver mais laisser le désirata de celui qui a pris le pouvoir c'est-à-dire que d'imposer un délai à la population, c'est ce qui n'est pas bon. Donc, dit qu'on impose... Il faut quand même une force contraignante. Il faut une force contraignante pour essayer d'encadrer, d'aider à encadrer, une transition. J'ai donné le cas, par exemple, de la Guinée-Conakry, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement au niveau du Burkina, ou au Mali, ou au Niger. Alors, El Sadat, on se trompe quand on veut imposer une durée à une transition. Chaque pays a ses particularités. C'est l'idée de Robert Dussé par rapport aux positions de la CEDEAO, des organisations sous-régionales, ou des organisations internationales d'ailleurs, par rapport aux coups d'État qui sont intervenus dans la sous-région ouest africaine et aux durées des transitions imposées, et finalement, il n'y a aucune transition qui est respectée pour le moment, c'est durée. Oui, c'est pour cela que moi je dirais que chaque pays en transition a fait face donc à des défis particuliers, comme par exemple une crise sécuritaire et d'autres fractures sociales, et d'autres c'est carrément donc une reconstruction institutionnelle. Et je dirais plutôt que, bon, oui, on ne peut certes pas imposer une durée à une transition, mais à certaines conditions, oui, on peut l'imposer. Et finalement, moi j'ai du mal. Pourquoi le professeur dit, le ministre des Affaires étrangères justement du Togo, il dit qu'il faut les traiter au cas par cas. Donc parce que chaque pays a ses particularités. Je pense que c'est l'idée derrière. On ne peut pas dire que désormais dans la sous-région ouest africaine, par exemple, quand vous faites un coup d'État, vous gérez une transition de 2 ans, vous gérez une transition de 18 mois, vous gérez une transition de 3 ans. Il faut les traiter au cas par cas. Vous êtes de cet avis? Non, c'est pour cela que je disais quelque chose de fondamental tout à l'heure. Moi je dis, à certains types de transition, on ne peut pas donc limiter cela. Par contre, quel type de transition par exemple? Une crise sécuritaire par exemple, ce serait difficile donc à limiter dans le temps, parce que la question primordiale donc c'est la sécurité. Tant qu'on n'atteint pas donc cette sécurité, c'est difficile. Mais est-ce que les civils ne peuvent pas venir continuer le travail commencé par les militaires? Ça dépend de la situation, de la crise, de la profondeur de la crise qu'on a et des menaces qu'on a. Et là, c'est pour ça que je dis, par exemple, si c'est une reconstruction institutionnelle, là, on peut imposer dans la sous-région, si c'est une transition en rapport avec une reconstruction institutionnelle, il faut tel nombre de temps. C'est pour ça que moi je m'inscris, pour certains types de transitions, on peut bien évidemment limiter cela dans le temps. Pour que ce soit donc quelque chose de connu de tous, puisque aujourd'hui on sait pratiquement les éléments qui entraînent donc des transitions. Voilà. Je ne sais pas si on sait exactement les éléments qui entraînent les transitions, parce que ça varie. Les transitions ou bien les coups d'État qu'on avait dans la sous-région n'avaient pas la même motivation. Oui, bien évidemment, parce que certains peuvent englober en même temps la crise sécuritaire, la fracture sociale, et en même temps donc tout ce qui a rapport avec la crise politique. Et comme d'autres peuvent uniquement être en rapport avec la crise politique, ou bien donc en rapport avec la refondation complète donc de la structure sociale. Donc c'est pour ça que je dis, dans tous les cas, on peut donc commencer par délimiter dans le temps certains types. Après maintenant, quand on arrive à une situation où c'est beaucoup plus complexe, là maintenant ce sera étudié cas par cas. Oui, mais vous permettez, d'abord pour corriger, vous avez dit aucun pays n'a respecté, le Tchad a respecté, le Gabon est en train de respecter. Je parle de la sous-région ouest africaine. De toutes les façons. Mais de toutes les façons. Maintenant, revenons donc à la question. Il vous en souvient que lorsque la question était posée avec la CEDEAO liée donc au Burkina Faso, la ministre des Affaires étrangères d'antan, sur cette question, avait même invité la CEDEAO à venir sur le terrain constater de visu en réalité ce qui se passe, pour réellement donc avoir une idée sur le délai qui est en train d'être fixé. Mais en réalité, moi je me dis, la CEDEAO ou une entité sous-régionale peut fixer, mais ce que la CEDEAO avait fait de mal, c'est justement de n'avoir pas accompagné ce délai-là
Accompagner ce délai-là voudrait dire quoi? Moi, depuis, j'avais dit la CEDEAO devait mettre une force en attente pour accompagner l'armée régulière à pouvoir donc combattre ceux qui n'avaient pas fait. Maintenant, si vous imposez des délais par rapport à quoi? C'est justement l'erreur qu'il avait fait. Sinon, c'est bon de pouvoir donc, à un moment donné, lier donc aux opinions. Parce que la CEDEAO, en ce qui la concerne, je pense qu'il a des mécanismes d'alerte précoce qui lui permettent en réalité de pouvoir avoir des opinions liées donc à l'aperçu et à l'aperçu donc de la population et qui lui permet véritablement de pouvoir prendre le juste milieu ou le baromètre qui puisse permettre de pouvoir départir ceux qui ont la force en présence, mais également l'opinion des autres qui n'ont pas la force mais qui s'expriment sur la question. Ce qu'elle n'a pas fait, c'est justement parce que l'erreur bien qu'elle a donc commise et qui a fait que entre-temps, les gens n'étaient plus donc en phase avec cette CEDEAO là liée donc à l'imposition des délais liés donc à cette transition. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, comme d'habitude, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Adam Adjourno. Non, bon, mon sujet concerne en réalité cette mobilisation monstre de la population de Tchaoudjo qui a eu l'opportunité d'accueillir en début d'année le chef de l'État qui a procédé à 2 grands événements d'envergure liés donc à l'économie de cette région, mais partant de là l'économie de la sous-région. Et je pense que je jette des fleurs à cette population qui a fait cette sortie massive pour accueillir le chef de l'État et que cette mobilisation exprime en réalité la portée en tout cas c'est un acte politique très fort également. Donc je jette les fleurs au cadre de cette localité mais également à la population qui a fait massivement le déplacement pour accueillir le chef de l'État en début d'année. Merci beaucoup. Oui. À vous, Adam Adjourno, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Kokuvi Abaili Abassa, vos mots de fin. Oui, mes salutations à tout le peuple à Mousso, notamment le président du conseil de la région des plateaux, monsieur Nyacho Mawina, qui après sa mission la fois passée avec fierté, je lui souhaite bonne chance avec son équipe et saluer vraiment notre madame qui nous accueille bien à Kakaveli, elle connaît bien son nom. Merci beaucoup. À vous, Kokuvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi, docteur. El Sadat, vos mots de fin. Oui, je tiens d'abord à vous remercier par rapport à cette invitation et cette opportunité que vous m'avez accordée. Et je profite également de vos antennes pour faire un coucou spécial au docteur Mafongoun Moïse pour son leadership, bien évidemment, sans oublier tous les membres du bureau ainsi que les membres de l'association Jeunes Leaders en Action. Merci beaucoup. El Sadat Ibrahim, vous êtes analyste politique et président de l'association JLA Jeunes Leaders en Action. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Et merci d'avoir intégré notre équipe ici à Regard Croisé. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Et merci beaucoup à Aimé Roland comme Lagan Messi à la réalisation. Merci à Gaston Afano à la diffusion et à Stéphane Kouono à la caméra. Surtout, grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.